Ne viens pas, a écrit Olympe. Les Montmirail pensent que je suis fille unique. Garde le silence. Je n'ai rien dit. Samedi matin, Capital est arrivé dans toutes les boîtes aux lettres, la fondatrice biotech à 250 € qui révolutionne la médecine. Le père d'Enguerrand a lâché sa coupe de champagne. Je suis Léocadie. Bienvenue sur ma chaîne, l'endroit où les histoires de vengeance se dégustent froides, très froides. Abonnez-vous, installez-vous confortablement, et préparez-vous, car ce que je vais vous raconter dépasse tout ce que vous avez pu imaginer. Le message est arrivé un mardi après-midi, alors que je tenais entre mes mains gantées de latex une pipette contenant l'avenir de la médecine régénérative. Mon téléphone a vibré contre le métal froid de la paillasse de laboratoire, brisant le silence stérile de ma concentration. J'ai jeté un coup d'œil. C'était Félicie. Ma sœur. Ne viens pas à mon mariage. La famille de Géraud pense que je suis fille unique. Garde le silence. Maman et papa sont d'accord, c'est mieux pour tout le monde. J'ai relu ces mots. 1 fois. 2 fois. 3 fois. Le monde autour de moi ne s'est pas arrêté. Les centrifugeuses continuaient de tourner à 15 000 tours par minute. Les voyants de mes incubateurs clignotaient toujours en vert. Mais à l'intérieur de moi, quelque chose venait de se briser définitivement. Pas mon cœur, non. C'était le dernier fil ténu qui me retenait à ma famille. Avant de vous raconter comment j'ai orchestré la chute la plus spectaculaire de l'histoire des mariages bordelais sans même quitter mon canapé, j'aimerais savoir qui est avec moi aujourd'hui. Dites-moi dans les commentaires depuis quelle ville ou quel pays vous regardez cette vidéo, et quelle heure il est chez vous. J'adore voir à quel point notre communauté est mondiale. Allez-y, je vous attends. Revenons à ce laboratoire. J'ai reposé mon téléphone face contre terre. J'aurais dû pleurer. J'aurais dû appeler ma mère pour demander des explications. J'aurais dû hurler à l'injustice. Mais je n'ai rien fait de tout cela. J'ai simplement respiré l'air filtré de la pièce et j'ai continué ma manipulation. Voyez-vous, l'invisibilité était ma seconde peau. Depuis l'enfance, j'étais l'ombre. Félicie était la lumière. Félicie, avec ses boucles blondes et son rire cristallin, était née pour être adorée. Moi, Léocadie, avec mes lunettes trop grandes et ma passion pour les insectes et la chimie, j'étais tolérée. Je me souviens de mes 10 ans. J'avais gagné le concours régional de sciences. J'avais attendu 2 heures sous la pluie que mes parents viennent me chercher. Quand ils sont enfin arrivés, ils ne se sont même pas excusés. Maman pleurait de joie parce que Félicie avait obtenu le rôle principal dans le spectacle de fin d'année de son cours de danse. Mon trophée est resté dans le coffre de la voiture, sous un sac de course, et il a fini par casser. Personne ne l'a jamais recollé. Ce message n'était pas une surprise. C'était l'aboutissement logique de 30 années de négligence. La famille de Géraud pense que je suis fille unique. Cette phrase résonnait dans mon crâne. Géraud de Castelbajac. L'héritier d'une des plus anciennes familles de vignerons de Bordeaux. Des châteaux, des titres, et une obsession maladive pour la pureté de la lignée. Félicie avait donc décidé que sa sœur aînée, la scientifique ennuyeuse qui vivait à Lyon, ne cadrait pas avec le décor de conte de fées qu'elle avait peint. J'ai retiré mes gants. J'ai pris mon téléphone et j'ai tapé une réponse, mes doigts survolant l'écran avec une précision chirurgicale. Pas de colère. Pas de supplication. Juste un mot. Entendu. J'ai appuyé sur envoyer. À cet instant précis, je savais quelque chose qu'ils ignoraient tous. Je savais que le karma n'est pas une force mystique. Le karma, c'est parfois juste une question de timing éditorial. Car ce qu'ils ne savaient pas, ce que personne dans ma famille ne savait parce qu'ils ne m'avaient jamais posé la moindre question sur mon travail, c'est que je n'étais pas juste une technicienne de labo, comme Félicie aimait le dire à ses amis. J'étais la fondatrice et PDG de Nervegene. Et samedi matin, le jour exact de leur mariage, la France entière allait découvrir qui j'étais vraiment. Mais à ce moment-là, dans le silence de mon bureau, je me demandais encore si j'aurais la force de laisser la bombe exploser. J'ai quitté le laboratoire vers 20 h. Le parking était presque vide. Je me suis dirigée vers ma voiture, une Peugeot 206 grise de 2010, rayée sur l'aile droite, avec un pare-choc qui tenait grâce à un miracle de la physique et un peu de ruban adhésif. C'était l'une des raisons principales du mépris de Félicie. Tu me fais honte avec cette épave,
m'avait-elle dit lors de sa dernière visite à Lyon, il y a 2 ans. Elle avait refusé de monter dedans, préférant appeler un Uber pour faire 500 mètres. Je me suis assise sur le siège conducteur, le tissu usé grattant mon dos. J'ai inséré la clé, priant pour que le moteur démarre du premier coup. Il a toussé, puis a rugi. Pourquoi je conduisais cette voiture? C'est simple. La peur. La peur viscérale qu'au moment où je montrerais le moindre signe de réussite financière, mes parents et ma sœur se transformeraient en sangsues. J'avais vu les prémices quand j'avais obtenu ma première bourse de recherche doctorale. Ma mère m'avait immédiatement demandé de payer les frais dentaires de Félicie. C'est normal d'aider la famille, disait-elle. Alors, j'avais appris à me cacher. J'avais appris à porter des vêtements simples, à vivre dans un appartement modeste de 35 mètres carrés, et à ne jamais, jamais parler d'argent. Mon téléphone a sonné via le kit main libre bon marché que j'avais installé. C'était Marceau, mon directeur financier et mon seul véritable ami depuis l'université. Léo? Tu es assise? Je suis dans ma voiture, Marceau. Qu'est-ce qu'il y a? Sa voix tremblait d'une excitation qu'il peinait à contenir. C'est fait. La signature électronique est validée. Le consortium pharmaceutique a accepté la valorisation. J'ai senti mon cœur rater un battement. Je savais que ça arrivait, mais l'entendre dire à voix haute rendait la chose réelle. Le montant final? Ai-je demandé, ma voix étrangement calme. 250 millions d'euros, Léo. 250 millions. Avec tes 60% de part, tu es officiellement l'une des femmes les plus riches de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et le premier virement de liquidité de 5 millions d'euros est arrivé sur ton compte personnel il y a 10 minutes. J'ai regardé à travers le pare-brise sale de ma Peugeot. Je pouvais acheter le concessionnaire entier. Je pouvais acheter l'immeuble où vivait Félicie. Je pouvais acheter le château des Castelbajac et le transformer en refuge pour chat si je le voulais. Merci, Marceau. C'est une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? C'est historique. Écoute, Bérénice, la journaliste de Capital, m'a rappelé. Elle est surexcitée. Elle dit que ton histoire est la plus inspirante qu'elle ait couverte depuis 10 ans. Le numéro sort samedi. Tu es prête pour la tempête médiatique? Samedi. Le 24 juin. Le jour du mariage. Je suis prête, ai-je murmuré. Tu l'as dit à ta famille? Pour la vente? Pour la couverture du magazine? J'ai ri. Un rire sec, sans joie. Non, Marceau. Ils sont trop occupés. Félicie se marie samedi. Ah oui. Tu descends à Bordeaux quand? Je ne descends pas. J'ai été désinvitée. Un silence lourd s'est installé à l'autre bout de la ligne. Marceau connaissait mon histoire. Il m'avait vu pleurer dans la bibliothèque de la fac quand mes parents avaient oublié mon anniversaire pour la 3e année consécutive. Désinvité? Répéta-t-il, la voix durcie par la colère. Je ne suis pas assez bien pour les Castelbajac. Je suis une tâche sur le tableau parfait de Félicie. Attends que le magazine sorte, Léo. Attends qu'ils voient ton visage en kiosque. Ils vont s'étouffer avec leur champagne bon marché. C'est du champagne grand cru, Marceau. C'est Bordeaux. On s'en fout. Samedi, tu seras la reine, et ils ne seront que des figurants dans ton biopic. J'ai raccroché. J'ai conduit jusqu'à chez moi, traversant les rues illuminées de Lyon. Je possédais une fortune colossale, mais ce soir-là, je me suis arrêtée au supermarché pour acheter un plat surgelé pour une personne. L'ironie était si épaisse qu'on aurait pu la couper au couteau. Mais la tristesse était encore plus lourde. Ils avaient choisi l'image plutôt que la famille. Ils allaient payer le prix de ce choix. Pour comprendre comment le piège s'est refermé, il faut revenir 3 jours en arrière. C'était le mercredi précédant le fameux SMS. J'avais rendez-vous avec Bérénice, la grand reporter du magazine Capital. Elle est arrivée dans nos bureaux, situés dans un incubateur technologique discret de Lyon. Elle s'attendait sans doute à du marbre et du verre, mais elle a trouvé des murs blancs couverts de formules chimiques et une machine à café qui fuyait un peu. Bérénice était une femme perspicace. Elle avait ce regard qui vous scannait et qui semble lire vos secrets les plus profonds.
Nous avons parlé pendant 2 heures de ma technologie, de la régénération nerveuse, des essais cliniques qui allaient sauver des milliers de patients paralysés. Elle était fascinée. Puis, elle a posé son stylo et m'a regardé droit dans les yeux. Léocadie, vous avez 32 ans. Vous avez bâti cet empire à partir de rien. C'est phénoménal. Mais parlez-moi de l'homme et de la femme derrière le génie. Vos parents? Ils doivent être incroyablement fiers. Sont-ils dans le domaine médical? C'était le moment. J'aurais pu mentir. J'aurais pu inventer une histoire touchante de soutien familial indéfectible. J'aurais pu dire qu'ils m'avaient encouragé à chaque étape. C'est ce que font la plupart des gens pour garder la face. Mais j'ai pensé à toutes les fois où j'avais dû travailler de nuit comme serveuse pour payer mes livres de chimie parce que l'argent de poche allait entièrement aux cours de tennis et de piano de Félicie. J'ai pensé au dîner de Noël où mon père disait « Léocadie joue encore avec ses éprouvettes, espérons qu'elle trouve un mari avant d'être trop vieille. » J'ai regardé Bérénice et j'ai choisi la vérité. Une vérité polie, mais coupante. Mes parents sont des gens simples, ai-je répondu doucement. Ils sont enseignants à la retraite. Ils vivent à Dijon. Ils vous ont soutenu financièrement au début? Non. J'ai tout financé par des bourses et des prêts étudiants. Pour être honnête, ils ne savent pas vraiment ce que je fais. Ils pensent que je suis technicienne de laboratoire. Bérénice a froncé les sourcils, intriguée. Vous ne leur avez jamais dit que vous étiez PDG? Que vous alliez vendre pour 250 millions? Je voulais qu'ils m'aiment pour ce que je suis, pas pour ce que je possède. J'attendais qu'ils s'intéressent assez à moi pour poser la question. Un silence pesant a envahi la petite salle de réunion. Bérénice a noté quelque chose furieusement sur son carnet. Et votre sœur? J'ai cru comprendre que vous aviez une sœur cadette. Oui, Félicie. Elle se marie ce samedi, d'ailleurs. Oh, merveilleux. Vous devez être excité. Toute la famille réunie pour célébrer. J'ai baissé les yeux, fixant mes mains jointes sur la table. Je ne suis pas sûre d'y aller. C'est compliqué. Disons que mon monde et le sien sont très différents. Elle épouse un Castelbajac. Le standing est important pour eux. Bérénice n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a souri, un sourire de louve qui a flairé une piste. Je vois. L'histoire n'est pas seulement celle d'une réussite technologique. C'est l'histoire d'une femme qui s'est construite seule, contre vent et marée, dans l'indifférence de ceux qui auraient dû la soutenir. C'est encore plus puissant. Elle s'est levée pour partir. Nous allons changer le titre de la couverture, Léocadie. Le prodige de la biotech, c'est bien. Mais l'enfant oublié qui vaut 250 millions, c'est beaucoup mieux. En lui serrant la main, je ne savais pas encore que ce titre allait devenir l'arme du crime. Je pensais juste que c'était une belle revanche poétique. Je n'avais pas prévu l'ampleur de la dévastation. Jeudi soir, 2 jours avant le mariage. J'étais chez moi, tentant de lire un livre pour échapper à mes pensées, quand mon téléphone a sonné. Appel vidéo. Félicie. J'ai hésité. Pourquoi m'appelait-elle après m'avoir interdit de venir? Une part de moi, la petite fille blessée, espérait qu'elle appelait pour s'excuser. Qu'elle allait dire « Je suis désolée, Léo, tu me manques, viens s'il te plaît ». J'ai décroché. Le visage de Félicie est apparu, encadré par des moulures dorées en arrière-plan. Elle était au château des Castelbajac. Elle rayonnait, mais ses yeux avaient cet éclat dur que je connaissais trop bien. Coucou la solitaire. Lança-t-elle sans préambule. Je voulais juste vérifier que tu avais bien reçu mes instructions. Tu ne viens pas, on est d'accord? Bonsoir à toi aussi, Félicie. Oui, j'ai reçu ton ordre. Je ne viendrai pas. Elle soupira de soulagement, ajustant une mèche de ses cheveux parfaits. Super. Tu sais, c'est vraiment pour le mieux. Géraud est adorable, mais ses parents, mon Dieu, Léo, ils sont d'un snobisme. Si tu débarquais avec tes fringues de chez Kiabi et ta vieille voiture qui pue le chien mouillé, je serais mortifiée. Maman a dit que tu comprendrais. Tu as toujours été la plus raisonnable, la moins présentable. Chaque mot était une petite aiguille plantée dans ma peau. Je n'ai pas de chien, Félicie. Et ma voiture ne pue pas, peu importe. Bref, je t'appelais pour autre chose.
Tu sais, avec le mariage, les dépenses ont explosé. Le traiteur a ajouté un supplément pour le foie gras, et je voulais absolument ces orchidées rares importées de Thaïlande. Je la voyais venir. Comme un train de marchandises lancé à pleine vitesse. Combien ? Ai-je demandé froidement. Oh, pas grand-chose. Juste 2000 €. Considère ça comme ton cadeau de mariage. Puisque tu ne viens pas, tu économises le trajet et l'hôtel, non ? Allez, sois sympa. Tu as ton salaire de technicienne, tu n'as pas de mari, pas d'enfant, pas de vie sociale. Qu'est-ce que tu fais de ton argent de toute façon ? C'était le comble de l'humiliation. Elle m'interdisait de venir à son mariage parce que j'étais une honte, mais elle exigeait mon argent pour payer ses fleurs. Pause. Je veux vous poser une question très sérieuse. Mettez-vous à ma place un instant. Votre sœur vous traite comme un déchet, vous cache à sa belle famille, et vous demande 2000 € pour financer la fête où vous n'êtes pas invité. Dites-moi honnêtement dans les commentaires, est-ce que vous auriez envoyé l'argent ? Ou est-ce que vous l'auriez envoyé balader ? J'ai vraiment besoin de savoir si j'ai été trop gentille ou trop stupide. Parce que je l'ai fait. J'ai ouvert mon application bancaire tout en la regardant. C'est envoyé, ai-je dit. Merci. T'es un amour, même si t'es bizarre. Bon, je te laisse, j'ai un soin visage dans 10 minutes. Bisous. L'écran est devenu noir. Pourquoi ai-je envoyé cet argent ? Ce n'était pas par gentillesse. C'était le prix de ma liberté. C'était la dernière goutte. En acceptant cet argent tout en me crachant dessus, Félicie venait de sceller son sort. Je n'avais plus aucun scrupule. J'ai regardé mon relevé bancaire. 2000 € en moins. Solde restant, 5 4 320 €. J'ai souri. Profite de tes orchidées, Félicie. Ce seront les fleurs les plus chères de ta vie, car elles te coûteront ta dignité. Le vendredi matin, la veille du grand jour, ma mère m'a appelé. Allô, Léocadie ? Sa voix était pressée, nerveuse. J'entendais du bruit de fond, des voix, de la musique. Ils étaient déjà tous là-bas, en train de vivre la vie de château. Bonjour maman. Tout se passe bien ? Oh, c'est magnifique. Tu verrais le domaine, Léo. C'est digne d'un film. Les Castelbajac sont impressionnants. Le comte Amaury est un peu intimidant, mais très courtois. C'est bien. Je suis contente pour vous. Il y a eu un petit silence gêné. Écoute, ma chérie. Je voulais juste m'assurer que, enfin, tu sais. Si jamais quelqu'un t'appelle. On ne sait jamais, un cousin éloigné ou quelqu'un qui aurait vu ton nom sur Facebook. Oui ? Il faut que tu dises que tu es en déplacement professionnel à l'étranger. Au Japon, par exemple. C'est crédible, non ? Les techniciens voyagent parfois ? Maman, tu me demandes de mentir sur ma localisation pour couvrir les mensonges de Félicie ? Elle a soupiré, agacée par ma résistance. Ne sois pas dramatique. C'est un petit mensonge pieux. Félicie a dit à la famille qu'elle était fille unique. J'ai senti un froid glacial m'envahir. Félicie me l'avait dit, mais l'entendre de la bouche de ma mère rendait la chose officielle. Mes parents avaient validé mon effacement. Pour eux, je n'existais plus. J'étais une erreur administrative à corriger. Elle a dit quoi ? Ai-je répété lentement. Fille unique. C'était plus simple, tu comprends ? Expliquer ton mode de vie, ton célibat, ton petit appartement, ça aurait fait tâche. Ils sont très traditionnels. Ils veulent une lignée impeccable. Donc je suis une tâche ? Oh, arrête avec ta susceptibilité. Tu as toujours été jalouse de ta sœur. Fais ça pour nous, pour une fois. Laisse-la avoir son moment de gloire. Tu as ta petite vie tranquille à Lyon, qu'est-ce que ça te coûte de rester dans l'ombre un jour de plus ? Un jour de plus. Comme si je n'y étais pas depuis 30 ans. Très bien, maman. Je ne dirai rien. Je resterai dans l'ombre. Merci, ma chérie. Je t'enverrai des photos du gâteau. Il est immense. Allez, je dois y aller, la coiffeuse m'attend. Elle a raccroché sans un je t'aime. J'ai posé le téléphone. Mes mains tremblaient, non pas de tristesse, mais d'une rage froide et calculatrice.
C'était fini. Le dernier lien était coupé. Ils avaient honte de moi? Ils avaient honte de la fille qui conduisait une Peugeot et vivait en HLM? Très bien. J'ai ouvert mon ordinateur portable. J'ai envoyé un email à Marceau. Objet, diffusion magazine message, Marceau. Assure-toi que la distribution de capital soit massive en Gironde demain matin. Ne bloque rien. Si des exemplaires doivent arriver au château de Castelbajac, qu'ils arrivent. La réponse de Marceau est arrivée une minute plus tard, un simple émoji de diable violet. Il voulait que je sois invisible? Demain, je serais inévitable. Vendredi soir. La nuit est tombée sur Lyon. De mon petit balcon, je regardais les lumières de la ville. À 500 km de là, à Bordeaux, ma famille dînait probablement de homards et de champagne, riant de leurs mensonges, se félicitant d'avoir réussi à cacher le vilain petit canard. J'ai reçu une notification sur mon téléphone. C'était un email automatique de l'éditeur de Capital. Cher Léocadie, voici la version numérique finale de votre article. La version papier sera dans les kiosques et les boîtes aux lettres des abonnés dès demain matin. Félicitations pour cette couverture historique. J'ai ouvert le fichier PDF. Mon cœur s'est serré. La couverture était saisissante. C'était une photo prise par le photographe du magazine 3 jours plus tôt. J'étais là, en blouse blanche, les bras croisés, le regard direct et perçant, fixant l'objectif comme si je défiais le monde entier. Pas de sourire mielleux. Juste de la puissance pure. Le titre s'étalait en lettres dorées et grasses. Léocadie Vasseur, l'enfant oublié qui a bâti un empire à 250 millions d'euros. Et le sous-titre encore plus brutal. Pendant que sa famille l'ignorait, elle révolutionnait la médecine mondiale. Confession d'une milliardaire invisible. J'ai lu l'article. Bérénice avait une plume acérée. Elle avait retranscrit mes paroles avec une fidélité effrayante, mais elle avait ajouté ses propres observations. Elle décrivait mon appartement modeste, ma voiture usée, et contrastait cela avec les chiffres vertigineux de ma fortune. Il y avait un encadré spécial intitulé « Le paradoxe Vasseur ». Alors que la sœur cadette de Madame Vasseur s'apprête à épouser un héritier viticole dans un mariage fastueux, la véritable fortune de la famille reste cachée à Lyon, investie dans la science plutôt que dans les apparences. Une source proche du dossier nous confirme que la famille de Léocadie ignore tout de son succès. C'était une bombe nucléaire. C'était une déclaration de guerre imprimée sur papier glacé. J'ai imaginé le comte Amaury de Castelbajac. Je savais, grâce à mes recherches, qu'il était abonné à Capital depuis 1985. C'était sa lecture du petit déjeuner du samedi. Il ne ratait jamais un numéro. Demain matin, entre son croissant et son café, il allait voir le visage de la belle-sœur qui n'existait pas. Il allait lire que la famille modeste mais respectable qu'il pensait accueillir était en réalité une famille de menteurs pathologiques qui avaient rejeté un génie. J'ai fermé l'ordinateur. J'ai versé un verre de vin rouge bon marché dans un verre à moutarde. J'ai porté un toast à la lune. Santé, Félicie. J'espère que tu as bien profité de ta dernière nuit de sommeil paisible. Je suis allé me coucher. Je n'ai jamais aussi bien dormi de ma vie. Samedi matin, 8 heures. Le soleil se levait sur les vignobles de Saint-Émilion, baignant le château de Castelbajac d'une lumière dorée. C'était une journée parfaite pour un mariage. Le ciel était bleu azur, les oiseaux chantaient. À Lyon, je me suis réveillée fraîche et dispose. J'ai enfilé mes baskets et je suis partie courir le long du Rhône. Je ne pensais pas à la vengeance. Je profitais simplement de l'air frais. Mais à Bordeaux, le destin était en marche. La camionnette jaune de la poste a remonté l'allée de gravier du château. Le facteur a déposé une pile de courrier sur la table en fer forgé de la terrasse, où le comte Amaury prenait déjà son café, impeccable dans sa robe de chambre en soie bordeaux. Il aimait ce rituel. Le silence, l'odeur du café fort et les nouvelles de l'économie mondiale. Il a pris la pile. Facture, invitation, Le Figaro, et Capital. Je n'étais pas là, bien sûr. Mais Marceau m'a raconté la suite plus tard, grâce aux confidences d'un serveur du traiteur qui a assisté à la scène. Le comte a vu la couverture. Il a froncé les sourcils. Il a vu le nom Vasseur. Il a dû penser à une coïncidence. Vasseur est un nom commun.
mais il a vu le visage. Mes traits ressemblent à ceux de Félicie, mais en plus durs, plus marqués. Il a vu les yeux. Les mêmes yeux que ceux de la jeune femme qui dormait à l'étage dans la suite nuptiale. Il a lu le titre. L'enfant oublié. Il a tourné la page, ses mains commençant probablement à trembler. Il a lu l'introduction. Née à Dijon, fille de Thierry et Odile Vasseur, enseignant. Les noms correspondaient. Les lieux correspondaient. C'est à ce moment-là que la tasse de porcelaine de Limoges, une pièce de collection du XIXe siècle, a glissé de ses doigts. Elle s'est écrasée sur les dalles de pierre avec un bruit sec qui a fait s'envoler les moineaux. Le café brûlant a éclaboussé ses pantoufles de velours, mais il ne l'a pas senti. Il était pétrifié. Il venait de comprendre deux choses simultanément. Premièrement, sa future belle-fille lui avait menti en se prétendant fille unique. Deuxièmement, la famille qu'il pensait ordinaire avait en son sein une puissance financière qui rivalisait avec la sienne, et il l'avait traitée comme une paria. Le comte Amaury détestait le mensonge plus que tout. Pour lui, la noblesse n'était pas une question d'argent, mais d'honneur. Et il venait de réaliser qu'il s'apprêtait à marier son fils unique dans une famille sans honneur. Il s'est levé brusquement, renversant sa chaise. « Géraud !» a-t-il hurlé d'une voix qui a résonné dans tout le château. « Réveille tes beaux-parents. » Tout de suite. Au même moment, à Lyon, je m'arrêtais pour reprendre mon souffle. Mon téléphone a émis un petit « ding ». Un premier message. Puis un deuxième. Puis une avalanche. Le spectacle commençait. Il était 9 heures du matin. Le château était en ébullition, mais pas pour les raisons prévues. Le comte avait réuni tout le monde dans la grande bibliothèque. Géraud, le marié, encore en pyjama, Félicie, en peignoir de soie blanche, les yeux bouffis de sommeil, et mes parents, l'air confus et effrayés. Le comte a jeté le magazine sur la grande table en chêne massif. Il a glissé jusqu'au centre, s'arrêtant juste devant Félicie. Mon visage sur la couverture la fixait, tel un juge silencieux. « Quelqu'un peut-il m'expliquer ?» a commencé le comte d'une voix basse et terrifiante. « Qui est cette femme ?» Félicie a regardé le magazine. Sa couleur a disparu instantanément. Elle est devenue aussi blanche que son peignoir. « C'est, » bégaya-t-elle. « Je ne sais pas. »« C'est, ne me mens pas. » Tonna le comte. C'est écrit noir sur blanc. Léocadie Vasseur. Fille de Thierry et Odile. Ta sœur. Géraud s'est tourné vers Félicie, l'air totalement perdu. Tu m'as dit que tu étais fille unique, Félicie. Tu m'as juré sur la tête de ta grand-mère que tu n'avais ni frère ni sœur. Ma mère a essayé d'intervenir, tentant de sauver les meubles avec son sourire habituel de façade. Oh, monsieur le comte, c'est un malentendu. Léocadie, c'est le mouton noir. Elle est instable. Elle vit dans un monde imaginaire. Nous ne voulions pas vous inquiéter avec ses problèmes. Le comte a éclaté d'un rire froid. Instable ? Elle pèse 250 millions d'euros, madame. Elle fait la couverture de capital. Elle dirige une entreprise qui sauve des vies. Vous appelez ça instable ? Il a ouvert le magazine à la page 14 et a lu à haute voix un passage surligné. J'envoie de l'argent à mes parents chaque mois pour qu'ils puissent vivre confortablement, confie Léocadie. Mais ils n'ont jamais visité mon laboratoire. Ils trouvent que la science est une voie sans issue. Le comte a levé les yeux vers mes parents. Elle vous envoie de l'argent ? Vous nous avez dit que votre contribution au mariage venait de vos économies de toute une vie. C'est son argent ? C'est l'argent de la fille que vous reniez qui paie le champagne que nous allons boire ? Le silence dans la bibliothèque était assourdissant. Géraud regardait Félicie comme s'il voyait une étrangère. Tu as honte d'elle ? A demandé Géraud doucement. Tu as honte d'une sœur qui est un génie ? Pourquoi ? Parce qu'elle n'est pas chic ? Félicie a fondu en larmes. Elle est moche. Elle est ennuyeuse. Elle conduit une poubelle. Elle allait gâcher mes photos. Je voulais juste que tout soit parfait. C'était l'aveu final. La superficialité brute exposée à la lumière du jour. Le comte s'est rassis. Il a croisé les mains. Le mariage aura lieu, dit-il froidement. Parce que les invités sont là,
et que les Castelbajac ne font pas de scandale public. Mais sachez une chose, je sais qui vous êtes maintenant. Vous êtes des menteurs et des opportunistes. Et à partir de demain, le robinet est coupé. Il a pointé un doigt vers Félicie. Et vous, vous avez intérêt à prier pour que votre sœur ne décide pas de détruire ce qu'il reste de votre réputation. C'est à ce moment-là que mon téléphone a commencé à exploser. Je venais de rentrer chez moi après mon jogging. J'ai pris mon téléphone. 47 appels manqués. 12 messages vocaux. Des centaines de notifications WhatsApp. J'ai posé le téléphone sur le comptoir de ma cuisine, je me suis versé un grand verre d'eau, et j'ai commencé à écouter, savourant chaque seconde. Message vocal 1, 9h12, maman, voix paniquée, chuchotée, Léocadie. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Pourquoi tu es dans le journal? Le père de Géraud est furieux. Il crie. Tu dois appeler le magazine. Dis-leur que c'est une erreur. Dis-leur que les chiffres sont faux. Tu vas tout gâcher. Rappelle-moi tout de suite. Message vocal 2, 9h15, Félicie, hystérique, en pleurs, tu es une garce. Tu as fait ça exprès. Tu savais que ça sortait aujourd'hui. Tu as ruiné mon mariage. Géraud ne veut plus me parler. Supprime ça. Appelle-les et dis que tu as menti. Dis que tu n'es pas ma sœur. Je te hais. Message vocal 3, 9h30, papa, voix autoritaire, tremblante de colère, Léocadie, c'est ton père. Je ne comprends pas. Tu as 250 millions? Et tu nous laisses vivre avec ta petite pension minable? Tu es d'un égoïsme monstre. On a tout sacrifié pour toi. Rappelle-nous. Il faut qu'on gère ça. Le comte pose des questions sur l'argent. Il faut qu'on ait la même version. J'ai écouté ces messages avec un détachement clinique. Ils ne s'excusaient pas. Ils ne me félicitaient pas. Ils ne s'inquiétaient que d'eux-mêmes, de leur image, de leur argent. J'ai pris une capture d'écran des messages haineux de Félicie. Juste au cas où. Puis, j'ai vu un message différent. Un numéro que je ne connaissais pas, mais dont l'indicatif était celui de Bordeaux. SMS, 9h45, inconnu, bonjour Léocadie. C'est Géraud. Je suis assis dans le jardin. Je tiens le magazine. Je ne sais pas quoi dire. Félicie m'a dit que tu étais une ratée qui lui faisait honte. Je lis l'article et je vois une héroïne. Je me sens comme le dernier des imbéciles. Si tu lis ça, je suis désolée. J'ai senti une pointe de pitié pour lui. Géraud n'était pas un mauvais bougre. Juste un naïf tombé dans les filets du narcissique. J'ai répondu, tu n'es pas un imbécile, Géraud. Juste aveugle. Ouvre les yeux aujourd'hui. Regarde bien qui tu épouses. C'est ton dernier jour pour le voir. Puis j'ai éteint mon téléphone. J'avais un empire à gérer, et une bouteille de très bon vin à ouvrir pour le déjeuner. À 11h, mon téléphone fixe a sonné. Personne n'avait ce numéro, à part les urgences et... Marceau. Mais ce n'était pas Marceau. J'ai décroché. Allô? Léocadie? C'est Géraud. J'ai trouvé ton numéro pro sur le site de ta boîte. Il y avait du vent en arrière-plan. Il devait s'être caché loin du château pour appeler. Bonjour Géraud. Tu ne devrais pas être à l'église? La cérémonie est dans 1 heure. Je devais te parler. Sa voix était brisée. Félicie est en train de se faire maquiller pour cacher ses yeux rouges. Mes parents ne parlent plus au tien. L'ambiance est funèbre. Je suis désolée que ta journée soit gâchée, Géraud. Sincèrement. Pourquoi tu ne m'as rien dit, demanda-t-il. Pourquoi tu as accepté de disparaître? J'ai soupiré, m'asseyant sur mon canapé usé. Parce que c'était la condition, Géraud. Félicie voulait un conte de fées où elle était la princesse unique. Si j'étais venue, même sans parler de mon argent, j'aurais été le rappel qu'elle vient d'une famille normale, avec des défauts. Elle voulait t'épouser en étant quelqu'un d'autre. Elle m'a dit que tu étais jalouse d'elle. Que tu étais aigrie. Je suis peut-être aigrie, Géraud. 30 ans d'invisibilité, ça laisse des traces. Mais jalouse? Non.
Regarde la couverture du magazine. J'ai bâti quelque chose qui durera après ma mort. Félicie bâtit des mensonges sur Instagram. Il y a eu un long silence. Mon père veut te rencontrer, dit-il soudain. Il dit qu'il a plus de respect pour toi en une lecture d'article que pour toute ta famille réunie en 2 ans. J'ai ri doucement. Remercie-le. Mais je ne cherche pas de nouveaux amis, ni de nouveaux parents. Je suis très bien toute seule. Est-ce que je devrais l'épouser, demanda-t-il, la voix tremblante. C'était la question à 1 million d'euros. Ou plutôt à 250 millions. Ce n'est pas à moi de te le dire, Géraud. Mais demande-toi ceci, si demain tu perds tout, si le château brûle et que les vignes gèlent, est-ce que Félicie restera? Ou est-ce qu'elle n'est là que pour le décor? Il n'a pas répondu. J'ai entendu quelqu'un l'appeler au loin. Je dois y aller. Merci, Léocadie. Et félicitations. Vraiment. Il a raccroché. Je savais qu'il irait jusqu'au bout. Les gens comme Géraud ont trop le sens du devoir pour annuler un mariage à 1 heure de l'hôtel devant 300 invités. Mais je savais aussi que le mariage était mort avant même d'avoir commencé. Le reste de la journée, j'ai suivi les événements à distance, grâce aux réseaux sociaux. C'est fou ce que les gens racontent sur Twitter et Instagram quand ils s'ennuient dans un mariage guindé. Le hashtag mariage Castelbajac a commencé à dériver vers 14 heures. Un invité a tweeté « Ambiance glaciale au château ». Le marié a l'air d'aller à l'échafaud. La mariée sourit trop fort. Et tout le monde se passe l'exemplaire de Capital sous les tables. #drama, un autre, la mariée a une sœur milliardaire cachée? C'est quoi ce délire? On dirait un épisode de Succession version française. Marceau m'a envoyé une photo volée. On y voyait mes parents, assis seuls à une table dans un coin, isolés comme des pestiférés. Personne ne leur parlait. Les parents de Géraud leur tournaient ostensiblement le dos. Félicie, sur les photos officielles, était magnifique. Mais si on zoomait, on voyait la panique dans ses yeux. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, elle était le centre de l'attention. Mais pas pour sa beauté ou sa robe. Elle était le centre de l'attention parce qu'elle était la menteuse qui avait caché la véritable star de la famille. Pendant le dîner, le comte Amaury a fait un discours. Un invité l'a filmé et l'a posté. Il a levé son verre. Je porte un toast à la vérité. La vérité finit toujours par se savoir, comme un bon vin qui vieillit. Puisse ce couple apprendre la valeur de l'honnêteté, avant qu'il ne soit trop tard. Pas de « félicitations ». Pas de « je suis heureux d'accueillir Félicie dans la famille ». Juste un avertissement froid. Félicie a bu sa coupe d'un trait. Elle savait. Sa vie de rêve venait de se transformer en prison dorée. Elle allait vivre dans ce château, oui, mais sous le regard méprisant d'une belle famille qui connaissait son vrai visage. Elle serait tolérée, jamais acceptée. Exactement comme j'avais été traitée toute ma vie. L'ironie était délicieuse. Elle avait voulu m'effacer pour briller. Au final, ma lumière l'avait brûlée vive. 1 semaine a passé. J'avais déménagé dans un appartement provisoire, un pantoute sécurisé au centre de Lyon, en attendant de trouver ma maison définitive. J'avais changé de numéro de téléphone. Mais ils ont trouvé l'adresse de mes bureaux. C'était un mardi matin. La réceptionniste m'a appelé. Madame Vasseur? Il y a 3 personnes à l'accueil. Vos parents et votre sœur. Ils insistent pour vous voir. Ils font un scandale. J'ai soupiré. Il fallait bien en finir. Je suis descendue dans le hall. J'étais habillée d'un tailleur pantalon italien parfaitement coupé, des talons aiguilles, et je portais une montre que je m'étais offerte la veille. Je n'étais plus l'ombre. Ils étaient là. Mes parents avaient vieilli de 10 ans en 1 semaine. Félicie était bronzée, lune de miel aux Maldives écourtées, mais elle avait l'air épuisée. Quand ils m'ont vue, ils se sont tus. Pour la première fois de leur vie, ils me regardaient vraiment. Non pas comme leur fille ratée, mais comme une puissance. Léocadie, a commencé ma mère, la voix tremblante. On ne peut pas te joindre. C'est le but, ai-je répondu calmement. Que faites-vous là? Les Castelbajac nous coupent les vivres, a craché Félicie. Ils ont fait signer à Géraud un contrat de séparation de biens rétroactif.
Il me surveille. Je n'ai plus accès aux cartes de crédit. Et tu dois nous aider, a crié mon père. Tu es riche. C'est indécent de garder tout ça pour toi alors que ta famille souffre. Tu dois investir dans le vignoble pour apaiser le compte. Montre-leur qu'on est unis. J'ai regardé ces 3 personnes. Les 3 personnes qui m'avaient ignoré, humilié, caché. Les 3 personnes qui ne m'avaient jamais souhaité un seul anniversaire sans arrière-pensée. J'ai sorti une enveloppe de ma poche intérieure. Je savais que vous viendriez. J'ai préparé ceci. Les yeux de Félicie ont brillé. Elle pensait que c'était un chèque. J'ai tendu l'enveloppe à mon père. Il l'a ouverte fébrilement. Ce n'était pas un chèque. C'était une facture à quitter. Qu'est-ce que c'est ? Demanda-t-il. C'est la facture pour une maison de retraite de luxe à Dijon. J'ai payé les 5 prochaines années. Une maison de retraite ? Mais on n'est pas si vieux. C'est tout ce que vous aurez de moi. Un toit, de la nourriture et des soins. Mais plus jamais d'argent liquide. Plus jamais de contact. Je me suis tournée vers Félicie. Et pour toi, rien. Tu voulais être une Castelbajac ? Tu le es. Débrouille-toi avec eux. Tu as voulu cette vie, Félicie. Tu as menti pour l'avoir. Maintenant, profitant. Tu ne peux pas faire ça. Hurla-t-elle. Je suis ta sœur. Je me suis approchée d'elle, tout près. Non, Félicie. Tu es fille unique. Tu ne te souviens pas ? C'est toi qui l'as dit. J'ai fait signe à la sécurité. Sortez ces gens. Ils ne sont pas sur la liste des invités. Je leur ai tourné le dos et je suis retournée vers les ascenseurs. J'ai entendu ma mère pleurer, mon père crier mon nom. Mais les portes se sont refermées, me laissant seule dans le silence apaisant de mon ascension vers le sommet. J'étais enfin libre. C'est la fin de mon histoire. J'ai perdu une famille, mais j'ai gagné ma dignité. Et 250 millions d'euros, ce qui aide beaucoup à sécher les larmes, croyez-moi. Merci d'avoir écouté mon histoire. Si vous avez aimé cette revanche glaciale, cliquez sur j'aime et partagez la vidéo. Et surtout, dites-moi en commentaire, est-ce que j'ai été trop dur à la fin ? Ou est-ce que c'était la justice parfaite ? Abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine histoire. À bientôt.